Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'une maladie encore très méconnue. Pourtant, environ une femme sur 10 en souffrirait. Une maladie caractérisée entre autres par des douleurs chroniques extrêmement douloureuses lors des règles et peut même dans certains cas mener à l'infertilité. Aujourd'hui, je reçois Catherine Aymon qui nous parle de l'endométriose. Bonne émission! Bonjour Catherine, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Donc, dernière de la saison aujourd'hui et on parle d'endométriose. Oui. Donc, explique-nous, c'est quoi exactement l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique. En fait, les gens connaissent généralement les menstruations. Les menstruations, en fait, c'est un épaississement de l'endomètre qui, quand que l'ovaire n'est pas fécondé, va se dégrader et s'écouler normalement. Les gens ont des cycles réguliers ou irréguliers de menstruation. Puis le problème avec l'endométriose, c'est qu'il y a des cellules semblables à cet endomètre-là qui d'habitude se retrouvent à l'intérieur de l'utérus, mais dans le cas de l'endométriose, qui est à l'extérieur de l'utérus. Ça peut être seulement comme dans les parois, ça peut être dans les trompes, les ovaires, puis dans des cas plus graves, ça peut s'étendre là, dans toute la cavité abdominale. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça amène des douleurs. Entre autres. Entre autres, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de symptômes. Oui, donc effectivement, là, un des symptômes est la douleur. Par contre, c'est pas toutes les femmes. Bien là, je vais utiliser le mot femme, mais en fait, c'est personnes avec un utérus, mais on s'entend qu'il y a quand même une majorité de femmes. C'est pas toutes les femmes qui ont de l'endométriose qui ont des douleurs. Certaines personnes vont aller consulter, par exemple, pour de l'infertilité et qui vont se rendre compte que c'est de l'endométriose. Puis ça, c'est quand même les gens qui consultent dans 30 à 40 % des cas qui vont retrouver de l'endométriose dans des cas d'infertilité. C'est ça, c'est pas toutes les femmes qui vont nécessairement être infertiles. Non. C'est 40 % environ. Bien, en fait, c'est ceux qui vont se rendre en infertilité. Sur toutes les femmes qui se rendent en infertilité, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a 30 à 40 % de ces femmes-là qui vont être... qui vont avoir de l'endométriose. Oui, exactement. OK, parfait. Bien, comment que ça a commencé? Comment tu as su là, que tu étais atteinte d'endométriose? C'est un long processus, généralement, pas juste pour moi. En fait, là, les moyennes de diagnostic là, au Québec, là, on parle de, puis même, je pense, ailleurs, on parle d'un 6-7 ans là, de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic. Donc, moi, ça a commencé à l'âge de 15 ans environ, donc près des premières règles. Donc, dans mon cas, douleur pelvienne. Et à force d'aller à l'hôpital, pour des douleurs au ventre, en fait, ils ont bien investigué au niveau intestinal. De ce côté-là, tout était beau, j'avais rien. Puis quand j'ai eu 22 ans, donc 7 ans plus tard, il y a une jeune femme, une résidente, qui m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà regardé ton utérus? » Et je lui ai répondu non. Et elle m'a passé une échographie seulement. Et juste à l'échographie, c'est pas toutes les endométrioses qui se voient à l'échographie, mais la mienne était assez répandue pour se voir. J'avais un endométriome qu'on appelle, qui est un kyste. C'est une protection du corps, en fait, là, parce que les cellules qui réagissent aux hormones qui s'écoulent normalement, bien, finalement, ça le fait dans le ventre quand même. Donc, ça provoque des douleurs. Puis des fois, le corps se protège en faisant les kystes. Moi, j'en avais un là, qui était visible à l'échographie et tout de suite, là, vu sa taille et vu les douleurs, j'ai été sur la liste d'attente là, pour une opération. La chirurgie. Puis l'endométriose a quand même été diagnostiquée réellement seulement au moment de la chirurgie parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas maintenant, mais à ce moment-là, le seul moyen d'avoir un diagnostic clair était la laparoscopie, donc la chirurgie. Donc, ça a pris 7 ans avant d'avoir le diagnostic. Puis comment tu te sentais à ce moment-là, pendant les 7 ans, incomprise et... C'était surtout difficile parce que des fois, on a l'impression que les médecins soit comprennent pas la douleur ou évoquent d'autres choses, tu sais, comme j'en ai parlé tout à l'heure hors caméra, mais qu'il y a beaucoup... J'étais très mince à l'époque, puis il y a beaucoup de médecins qui soupçonnaient que j'étais anorexique puis que j'allais là parce que j'avais autres symptômes, parce que l'endométriose apporte plein de choses, dont parfois soit diarrhée ou constipation. Là, des fois, ça dépend des femmes. Mais ça aussi, puis moi, dans mon cas, c'était de la constipation. Donc, j'étais constipée. Alors,
certains médecins ont soupçonné là, que j'étais anorexique là, au lieu d'investiguer là, au niveau gynécologique. Donc là, à partir de ton diagnostic, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu as réagi? Oui, bien, finalement, on se sent un peu soulagé de savoir qu'est-ce qu'on a, parce que quand on se dit, bon Dieu, ça fait 7 ans que j'ai mal au ventre, puis que finalement, les médecins nous retournent à la maison sans rien faire. Puis moi, il faut savoir que j'ai des douleurs assez fortes pour m'amener au vomissement. Donc, quand j'ai vraiment des douleurs qui sont très, très fortes, ça m'arrivait de vomir. Puis la fois où j'ai eu la médecin, j'avais vomi dans le bureau. Ma sauveuse, j'avais vomi dans le bureau. Donc, j'imagine que ça l'aide à nous faire croire finalement là, que nos douleurs sont réelles. Parce que ce qui est étonnant avec ça, c'est qu'on a souvent l'impression, en fait, les femmes, on se fait rentrer un petit peu dans la tête dès notre jeunesse que c'est normal d'avoir des douleurs pendant les règles. C'est normal d'avoir certaines crampes. Je veux dire, on a tous déjà eu une crampe dans le mollet, ça fait mal, mais ça passe. Même chose au niveau de l'utérus. Je veux dire, ça arrive pendant nos menstruations ou un petit peu avant ou un petit peu après qu'on ait des crampes, mais c'est pas normal que ces douleurs-là nous invalident dans notre quotidien. Donc, si on est obligé à chaque mois de manquer une journée de travail, 2 journées de travail, d'être alité, c'est pas normal. Donc, ça demande une consultation médicale. Et c'est ce qui est ton cas, exactement. Oui, ça, c'est mon cas. C'est le manque de travail. Est-ce que ça tue aussi dans ta vie personnelle? Oui, c'est certain, parce que finalement, moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai les règles très, 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 très irrégulières. Là, depuis le mois d'août 2022 que je suis menstruée presque sans arrêt, je dirais plus de 80% du temps. Donc, moi, c'est un peu complexe. Là. Je peux pas dire telle date, je vais avoir mal au ventre. Là. Donc, ça se prévoit pas du tout dans mon cas. Donc, oui, ça l'impacte. Les journées où j'ai le plus mal, que je sois dans ma vie personnelle ou professionnelle, ça a un impact. D'accord. Et au niveau psychologique? De mon côté, ça va quand même. Ce que je trouve le plus dur, c'est souvent de se sentir un peu impuissant parce qu'il n'y a pas de traitement qui va guérir la maladie. Il y a des traitements qui vont amoindrir les symptômes, sauf que c'est une maladie qui des fois se résout à la ménopause. Mais des fois, j'ai certaines femmes, vu que les cellules qui sont hors de l'utérus sont encore là, des fois, il y a des femmes qui ont quand même des douleurs, même après la ménopause. Donc, le seul traitement, c'est souvent des traitements Tylenol, naproxen, donc antidouleurs, classiques, anti-inflammatoires, et des traitements hormonaux. Donc, soit par la pilule, soit patch, peu importe le moyen que vous... injection, tout ça. Donc, toi, qu'est-ce qui fait bien avec... Oui, ça, qu'est-ce qui fait bien? C'est une bonne question. Pas grand-chose, malheureusement. En fait, j'avais pris un traitement dans les dernières années qui a fonctionné jusqu'à peut-être il y a 1 an et demi, là, quand ça a commencé à un petit peu partir en vrille. C'était un traitement qui fonctionnait bien pour moi. Puis ça, c'est là c'est compliqué aussi pour les gynécologues parce qu'un traitement peut fonctionner super bien pour une patiente, puis la patiente d'à côté n'a pas fonctionné du tout. Donc là, je suis en attente d'une chirurgie qui est un autre type de traitement ils vont ouvrir, là, en ce moment, j'ai un autre endométriome, donc un autre kyste. Ils vont m'enlever cette partie-là. En fait, la première fois que j'ai été opérée, ils m'ont déjà enlevé une partie de l'ovaire avec le kyste. Là, cette fois-ci, il y a 10 ans, il y a 10 ans, ils m'ont enlevé la partie malade. Bien, une partie malade, puis là, j'ai une récidive, donc ça s'est reproduit. Donc, ils vont enlever l'ovaire et la trompe qui est le plus malade en laissant le reste là. Donc, ça, c'est un autre type de traitement, mais qu'on essaye qui est un peu drastique, régulièrement, mais qui fonctionne. Qui fonctionne bien. Puis c'est sûr que si on voulait un traitement définitif, bien, des fois, on pourrait tout enlever. Le problème, c'est que ça règle pas tout. Puis à mon âge, c'est que je tomberais dans une ménopause précoce. Donc en enlevant les ovaires, en enlevant l'utérus, bien, ça enlève les hormones. Donc là, on arrive avec d'autres problèmes, densité osseuse et tout ça. Donc c'est pas nécessairement la solution quand on est jeune, finalement. Exactement. Et si on parlait d'infertilité, dans ton cas? Dans mon cas, on le sait pas. C'est quand même probable parce que la première fois que je me suis fait opérer, ma chirurgienne, elle m'avait dit que j'étais à un stade avancé là, de la maladie où il y avait des adhérences et des cellules un petit peu partout. Elle m'avait déjà enlevé une partie de l'ovaire. Puis à la suite de mon opération, elle m'a dit que si je voulais des enfants, c'était probablement là.
j'avais 22 ans, donc j'en ai pas eu. Puis de toute façon, moi, ça tombe bien dans un sens, entre guillemets, parce que c'est pas un désir que j'ai. Par contre, on le sait, c'est problématique pour beaucoup de femmes là, qui font de l'endométriose, qui veulent avoir des enfants. Mais pour les femmes qui veulent vraiment avoir un enfant, j'imagine qu'il y a d'autres solutions pour elles? Il y en a que c'est un désastre, puis... Mais tu sais, il y a toujours d'autres solutions. Là. Il y a toujours moyen d'adopter. Oui. Puis les fécondations in vitro aussi peuvent bien fonctionner quand on fait de l'endométriose. Parce que finalement, le problème, c'est que moi, vu que mes trompes sont obstruées par des cellules qui ne devraient pas être là, ben il y a beaucoup de chances que mes ovaires ne se rendent juste pas dans mon utérus. Donc, la fécondation in vitro peut fonctionner pour certaines femmes parce qu'il y a certaines femmes... directement. Il y a certaines femmes que leur endomètre fonctionne quand même bien, même s'il y en a à l'extérieur de l'utérus puis que ça va bien coller quand même. C'est vraiment du cas par cas. Oui, ouais. Tout à fait. Dis-moi, quel symptôme est le plus redoutable pour toi? Pour moi, c'est vraiment les douleurs au ventre. Par contre, il y a d'autres symptômes qui peuvent arriver chez beaucoup de femmes et moi, dont les douleurs pendant les relations sexuelles. Des fois, ça va bien. Quand c'est bien médicamenté, il n'y a pas de problème. Là, des fois, c'est plus dur. En ce moment, là, c'est mon cas. Mais des fois, on est capable, justement, avec la médication, là, d'amoindrir finalement ces symptômes-là. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se plaignent de la fatigue parce qu'évidemment, avec des fois des règles super irrégulières, bien finalement, on perd plus de sang qu'à la normale. Donc, des fois, il y a de l'anémie. C'est sûr qu'avoir de la douleur chronique chez certaines femmes, ça peut causer là, des soucis, dépression et des choses comme ça. Là. As-tu beaucoup de soutien autour de toi? Ton copain? Oui. J'ai un copain qui me soutient beaucoup. Il va d'ailleurs m'accompagner aussi pour la chirurgie à Bécomo parce qu'ici, on n'en fait pas aux Escoumins pour ça. Est-ce que les douleurs, c'est au-delà des règles? Est-ce que c'est tout le temps que ça revient? Ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes que ça va être vraiment localisé pendant la période des règles, puis il y a des femmes que ça va être à l'extérieur, effectivement. Moi, c'est mon cas. Souvent, je vais le savoir que je vais être menstruée parce qu'avant les règles, souvent, c'est là que mes douleurs commencent. Puis là, je me dis, ça s'en vient. Là. Ça s'en vient. Okay. Puis moi, il n'y a pas une journée que j'ai pas mal au ventre dans ma vie. Ça arrive jamais. À tous les jours, j'ai mal au ventre. OK. Ça se gère... on s'habitue, mais oui, il n'y a pas une journée, il n'y a aucune journée de pause, dans mon cas. Tu vois, ça doit être comme des hauts, des... Ouais, c'est variable, tu sais, il y a des journées où on a un peu mal, puis qu'on est quand même capable de faire toutes nos activités sans problème, mais je donne un exemple. Moi, quand j'ai une crampe musculaire, je la sens pas. Puis mon chum, l'autre fois, il me regarde puis il me dit, là, ça, c'est une crampe, là. Je dis, ah ouais? Je suis tellement habituée d'avoir mal qu'on dirait que les petites douleurs mais tu dois être plus tolérante à la douleur, j'imagine, bien, soit ça, ou, tu sais, des fois, je me demande si c'est pas l'inverse, si c'est pas que je suis ultra sensible puis que je le sens, tu sais, que c'est à cause de ça que je le sens tout le temps, mais tu sais, je veux dire... Je me suis cassé le pouce il y a pas si longtemps, puis j'étais comme, ça fait mal, tu sais, faudrait que j'aille à l'hôpital, mais tu sais, j'avais le pouce noir, là, tu sais, dans le sens que j'ai l'impression que je suis pas si moumoune que ça, mais en tout cas, des fois, on se pose la question, tu sais, est-ce qu'on est hyper sensible, puis que c'est à cause de ça qu'on a tout le temps mal, mais vu les autres circonstances, si je me pète l'orteil sur la table, puis je suis crampée, là, tu sais, ça fait mal, mais je veux dire, c'est ça. Donc, c'est le moment de la pause. On revient dans 30 secondes. Bougez pas. Moi, aussitôt que j'entends sur les ovaires, j'entends est-ce que ça atteint ton système reproducteur? Oui. Donc, si tu en tant que personne qui a des kystes, chocolate kiss, sur les ovaires, est-ce que toi, t'as-tu entendu? Connais-tu ton diagnostic? Peux-tu avoir des enfants? Je ne sais même pas si tu en veux, là, fait que j'ai aucune idée, mais tu sais, est-ce que les médecins t'ont déjà dit « oublie ça, avec ce que tu vis, c'est pas possible » ou il faut t'es enlever, tes ovaires? Tu sais, comme, tu fais quoi avec ça? Non, en fait, c'est ça, c'est vraiment délicat. Alors, tu sais, quand tu as ce genre de kystes-là, comme il y en a qui vont dire « bon, ben c'est peut-être mieux de les enlever. Pour les enlever, ça prend une chirurgie. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, tu les laisses là. Parce que ça va causer autant de dommages de les enlever
Surtout si on n'a pas comme un spécialiste là, qui est vraiment skilled pour Ils enlever font-tu ça. mal? Quand ils sont là, ils font-tu mal? Y a-t-il une douleur qui vient avec ce kyste-là? Ben, t'es ressens, là. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est très douloureux. Pour d'autres personnes comme moi, ben, je les sens juste une fois de temps en temps. Ça fait une petite douleur qui est très tolérable, mais comme je les sens, tu sais, puis surtout pendant l'ovulation. Oui, parce que l'ovaire, elle travaille à libérer un ovule, fait que j'imagine que... Ouais, c'est Je sais ça. pas, je trouve ça un peu red flag. Ouais, il faut peut-être les enlever. Pas très précis, je trouve. Je sais pas ce qu'on comprend. Je veux dire, quelqu'un qui dit pourrait peut-être les enlever. Peut-être? Peut-être. Attends une minute, on va m'enlever ça sur un peut-être, là. Mais il y a ça beaucoup C'est à sur cause qu'il n'y a bien pas des un kystes de tout. consensus, Ouais, là, comme c'est c'est ça. ça. Il n'y a pas vraiment un grand consensus, en partie à cause que la recherche manque. Sur Et comme, qu'est-ce qui est mieux. C'est juste qu'on sait que des chirurgies sur des ovaires, ça va endommager un peu l'ovaire. Tu sais. Puis à quel point est-ce que ça va l'endommager? Tu sais, parce que tu veux pas trop endommager ça, ça va compromettre la capacité reproductrice de l'organe. Ouais. Et on sait aussi que quand les ovaires sont endommagés ou enlevés, ben, il y a la ménopause qui guette. Fait que, tu sais, comme ça Quand aussi. tu les là, enlèves, ouais, c'est ça. Tu sais, fait Puis, que- c'est ça. Là, moi, je suis infertile. Fait que ça, j'ai appris ça parce que j'en veux des enfants. Fait que t'as fait tout le cheminement. Je suis encore Au revoir. dedans, là. Je suis encore dedans. Ça fait 4 ans qu'on essaie. Oh. Fait que c'est frais comme émotion. Fait que toi, est-ce que tu ressens une frustration face au manque de recherche qui est Absolument. faite, vu que toi, il y a des conséquences qui sont vraiment importantes sur toi? Oui, Ta vie? absolument. Je trouve ça très frustrant. C'est pas juste. Tu sais, c'est déjà frustrant qu'il manque des recherches, mais c'est que le fait qu'il manque des recherches, ça déboule sur tout. Comme ça a un effet boule de neige sur plein d'autres affaires. Ça fait en sorte que les médecins, ils savent pas vraiment c'est quoi l'endométriose. La plupart des médecins ne savent pas c'est quoi. Ils en ont Ils savent déjà pas qu'est-ce entendu qui cause parler. ça. Ben, voyons donc. Ouais, ils en ont déjà- Ouais. Comme, tu sais, il y a des spécialistes. Ça prend vraiment un spécialiste d'endométriose. Puis en moyenne, les médecins, ils passent 1 heure dessus dans leur training au complet. Si t'as pas ton spécialiste, qui lui doit être débordé, ou elle. Ben oui, il y en a combien de spécialistes? Ça se trouve si c'est ça, il y en a facilement. combien de spécialistes, j'imagine, là, que ça doit être. Il n'y en a pas vraiment beaucoup au Canada. Il faudrait que tu t'ailles ailleurs. Ouais, comme il n'y a vraiment pas beaucoup de spécialistes. Au Canada, je pense qu'il y a juste 2 places vraiment où est-ce que, comme ils ont une clinique spécialisée en endométriose. Il y en a une dans le sud de l'Ontario, je pense que c'est à Hamilton, je ne suis pas certaine. Puis l'autre, c'est en Colombie-Britannique. Au BC, ouais. Le nom m'échappe de la madame qui parle souvent de ça dans les médias, là, mais il y a une docteure qui, elle, est outrée du manque de son propre corps médical. Là. Je veux dire, comme elle est médecin. Ouais, Là, sa puis- propre ressource l'aide pas du tout. Exactement, puis elle est frustrée de tout ça. Donc, toujours en compagnie de mon invitée Catherine Aymon, qui est avec moi pour parler d'endométriose. Y a-tu un moment dans ton parcours qui a été plus difficile en lien avec ta maladie? Oui, après ma première opération, ça allait quand même relativement bien. Tout de suite, en me réveillant de l'opération, je me suis dit, bon Dieu, ça me fait plus mal. Tu sais, ça a été, même par rapport aux douleurs que j'avais de l'opération, je sentais qu'il y avait une différence là, vraiment dans mon ventre. Puis après ça, ça a été de trouver le bon médicament pour pas que la maladie revienne. On en a essayé un qui, sur moi, pas fonctionné du tout. J'ai été menstruée pour la première fois à ce moment-là pendant 9 mois. C'était ma première période là, de menstruation excessive, là, qu'on va dire. Puis des fois, les gens ils font « Ah ouais, moi aussi, j'ai du spotting pendant 9 mois. » Je suis comme « Non, c'était des menstruations pendant 9 mois. » Donc ça a été vraiment difficile. Puis à ce moment-là, je faisais un retour à l'école. Donc ça a été difficile. Puis j'avais beaucoup de vomissements pendant cette période-là. Donc j'ai été obligée parfois de prendre des Gravol, donc des antinauséeux, pour réussir à pas vomir pendant mes cours. Sauf que tout le monde sait que quand on prend des antinauséeux, on est somnolent. Oui, Donc, ça n'a pas été nécessairement là, super facile à ce moment-là là, à gérer. Puis, je dirais qu'après ça, on a changé de médicament, on a fini par trouver quelque chose qui allait. À un moment donné, ça l'a
plus marcher. On en a trouvé un autre qui fonctionnait bien. Puis là, je suis rendue à un stade où actuellement, là, ça redevient difficile. J'ai hâte à mon opération. Tu sais, c'est rare qu'on a hâte à une opération, mais là, quand je suis allée voir ma chirurgienne là, tout récemment, parce que je me fais opérer vraiment bientôt, bien, j'avais hâte. J'étais comme, c'est le moment qu'on fasse quelque chose. Là, j'ai de la difficulté un peu partout, là, donc on y va. Mais là, j'imagine que tu es suivie vraiment, pas quotidiennement, mais souvent, là. J'ai été 10 ans sans suivi. C'est ça, probablement un peu le problème. J'ai un médecin de famille qui fait bien son travail, là. Je l'aime beaucoup. Sauf que, évidemment, c'est pas sa spécialité, là, la gynécologie. Puis, il y a comme eu une période, tu sais, ça fait un petit peu plus que 10 ans, là, finalement, mon opération, là, ça fait comme plus 12-13 ans. Puis, j'ai été presque 10 ans sans avoir de gynécologue parce qu'à ce moment-là, j'habitais à Québec. J'ai déménagé aux Escoumins après. Donc, ma gynécologue, évidemment, m'a libérée, si on peut dire ça comme ça. Puis, entre-temps, j'en ai pas eu d'autres. Donc, c'est tout nouveau là, que j'en ai une depuis le mois de novembre à peu près. Là. Qui est à Bécomo. Qui est à Bécomo. Parfait. Est-ce qu'on connaît les causes de la maladie? J'aurais tendance à dire non. En fait, il y a des causes probables de la maladie. Celle qui est souvent la plus acceptée là, par les médecins, c'est que lors des contractions utérines, qui servent à évacuer les menstruations. Oui. Ce qui arrive, c'est qu'au lieu de s'écouler vers le bas et de sortir du corps, bien, il pourrait être rétroversé et finalement s'en aller par les trompes. Donc ça, c'est une des explications qui semble bien acceptée. Sinon, ça se pourrait aussi que ça soit juste des cellules mal programmées, si on veut, là, au départ, là, qui forment ces cellules-là qui sont indésirables à l'extérieur de l'utérus. OK. Est-ce qu'il y aurait peut-être de la génétique là-dedans? Oui, OK. Oui, il y a un facteur génétique, là, je ne me souviens plus du pourcentage, je m'excuse, mais quand on a un parent proche, là, effectivement, là, il y a une partie de génétique là, dans l'histoire. Okay. Qu'est-ce qui t'aide le plus à passer à travers tes douleurs ou as-tu des trucs? Oui, je ne pars pas en voyage sans ma bouillotte. Premièrement, ça, c'est un truc qui fonctionne pour moi. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais dans mon cas, ça m'aide. Et j'ai aussi un toutou. C'est un petit peu bête là, comme truc, mais en fait, c'est que des fois, actuellement, la ceinture de sécurité appuie et me donne des douleurs. Donc, je me mets un petit toutou là, en dessous de la ceinture de sécurité pour m'aider. Mais la chaleur est probablement un des trucs qui, moi, m'aide le plus. Ou des fois, j'inverse. Là, des fois, je fais du froid. Donc, j'ai un sac magique dans le congélateur puis une bouillotte pour le chaud. Là, mais vraiment, ça m'aide beaucoup. Est-ce qu'il y a plusieurs activités que tu t'es dit, ça, c'est pas pour moi, que tu as mis de côté, même si tu aurais peut-être été tenté d'en faire? Ben oui, c'est certain que quand on est en période de douleur aiguë, moi, je suis une personne qui se déplace beaucoup à vélo dans ma vie. Puis c'est sûr que quand on est en période, même dans des douleurs moyennes, si on veut, juste le vélo j'ai pas une très bonne suspension sur mon vélo, qui frappe dans les bosses de la rue, peuvent m'amener à ces douleurs pour que je me dise aujourd'hui, je peux pas utiliser mon vélo. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités qui peuvent être impactées par ces douleurs-là. Donc, c'est vraiment des hauts et des bas pendant tout le mois? Oui. OK. Comment tu l'acceptes aujourd'hui, ta maladie? J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Bien, relativement bien, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est de ma faute, puis que je peux faire vraiment quelque chose pour aider. Donc, j'ai pas le choix de vivre avec, donc on l'accepte comme un petit quelque chose de tannant, mais qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Ce qui est difficile, c'est vraiment les douleurs, parce que dans mon cas, pour l'infertilité, c'est pas grave, je ne voulais pas d'enfant, au grand désespoir d'ailleurs de ma mère. Oui. Mais ça reste un choix personnel, c'est une autre histoire. Mais c'est sûr que il y a des journées où je me dis, crime, ça aurait été le fun d'être un garçon, là, ou de ne pas avoir d'utérus. Parce que finalement, c'est tannant, c'est que c'est fatigant. On se réveille le matin quand on n'a pas été capable de dormir de la nuit parce qu'on a des douleurs. Des fois, on se réveille puis on est fatigué. Puis il faut quand même faire toutes nos activités. Puis j'adore mon travail, mais des fois, c'est un travail qui est exigeant pour diverses raisons. Des fois, je fais des activités de sensibilisation dans les écoles, puis il faut quand même être pépé. Puis c'est des activités que j'adore. Puis des fois, je me rends compte que ces activités-là, j'aimerais ça vraiment être encore au meilleur de moi-même, finalement, pour réussir à les faire. Mais il y a des journées que
que ça fonctionne un petit peu moins bien, mais finalement, on fait quand même toujours du mieux qu'on peut dans les conditions qu'on a. Exact. Si tu aurais un message à dire aux femmes ou les personnes qui ont un utérus, ça serait quoi? Ça serait de vraiment, si les douleurs incommodent au point de manquer des activités, puis de se dire aujourd'hui, je peux pas faire ça parce que j'ai mal au ventre, bien, premièrement, d'aller consulter, c'est sûr que nos médecins de famille, des fois, peuvent nous aider, mais des fois, d'avoir un médecin qui est spécialiste, là, ça peut certainement aider parce que c'est pas normal que ça devienne invalidant. C'est normal d'avoir des petites crampes, c'est normal de faire « Ah, j'ai mal au ventre aujourd'hui », mais on est quand censé être capable de se lever et de faire nos choses. Là. Donc, si nos douleurs deviennent incapacitantes, c'est vraiment d'aller voir parce qu'il y a sûrement quelque chose qui se passe là. C'est de sortir de l'idée préconçue que c'est normal là, d'avoir mal à tous les mois. Là. Catherine, merci énormément de ta visite et de ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci également à tous les invités de la saison et un merci tout spécial à vous, aux gens à la maison, d'avoir été des nôtres encore une fois cette année. Et je vous dis à l'année prochaine pour une autre saison de Sans Tabou. Bye! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.